Hello girl, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode 3 de Strong Talk. Aujourd'hui, on va un petit peu parler nutrition, alimentation. Je vais te raconter un petit peu mon histoire et je vais te donner un peu les leçons que j'ai à tirer de tout ça. Alors du coup, on va commencer par la base. Moi, pendant mon enfance, je sais pas si c'est ma perception personnelle ou si c'est réellement le cas, mais j'ai l'impression que nos parents étaient peut-être un peu moins informés sur la nutrition en général. Et en tout cas, moi, personnellement, quand j'étais petite, par exemple, mes petits-déj favoris, c'était des pains au lait avec du chocolat Milka, ou alors des pains au lait avec du Nutella, ou alors qu'est-ce que je mangeais d'autre, du banania. Enfin bref, que des produits de supermarché assez transformés finalement, ou alors du pain et du beurre, j'ai souvenir aussi. Mais j'ai souvenir que je mangeais beaucoup plus d'aliments transformés que maintenant évidemment. Et j'ai pas l'impression que c'était quelque chose qu'on diabolisait comme maintenant. Je pense qu'on n'était pas informé de la même manière sur, par exemple, un truc tout bête, mais la quantité de sucre qui était contenue dans toutes les céréales pour enfants. On pensait que c'était un bon petit déj pour les enfants, alors que bah, finalement, maintenant, on est bien au fait que c'est que du sucre, ça apporte vraiment pas grand-chose nutritionnellement parlant. Mais du coup, voilà, moi, je mangeais énormément d'aliments transformés pendant toute mon enfance, des aliments très sucrés. Pour le goûter, pareil, quand je rentrais de l'école, c'était toujours Nutella, pain, enfin voilà, tous les biscuits qui existaient pour enfants, les petits princes, les petits lus, c'était des goûters totalement normaux. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus au fait de tout ça. J'ai ma nièce qui est actuellement au CP et je sais que par exemple, eux n'ont même plus le droit, les enfants n'ont plus le droit d'avoir par exemple un goûter à 10 heures, alors que nous, on avait toujours une brique de jus de pomme et un paquet de Belvita dans le sac. Maintenant, je sais que ça se fait plus. Donc voilà, c'est pour ça que je pense aussi que les choses ont un peu évolué. Mais en tout cas, moi, pendant mon enfance, je mangeais littéralement toutes les pubs que je voyais passer à la télé quand je rentrais, je prenais mon goûter. Je pouvais être sûre que au supermarché, j'allais demander à ma mère de les acheter. Et voilà, je les ai tous goûtés. Je pense que vous aussi, mais voilà, les Kinder Pingui, vraiment tout ce qui existait en supermarché, c'était normal de les consommer au quotidien. Sauf que la réalité, c'est que c'est des produits qui sont pas spécialement intéressants nutritionnellement parlant, c'est extrêmement sucré, ça apporte pas grand chose. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis nourrie pendant toute mon enfance. Après, à l'adolescence, en fait, moi, je faisais beaucoup de natation, à raison de... bon, quand j'ai commencé, je crois que j'avais 5 ans quand j'ai commencé. Non, même un peu... Ouais, 6 5 ans, je crois. Et évidemment, au fil des années, le nombre d'entraînements a augmenté. Après, il y avait les compétitions le week-end, ce qui fait que je me retrouvais à nager... je pouvais nager au moins 8 heures, 8 heures par semaine à l'aise quand j'avais 12, 13, 14 ans. Du coup, ce qui fait que forcément j'avais une grosse dépense énergétique, donc j'avais assez faim et on va dire que un peu importe ce que je mangeais, le fait d'avoir une très grosse dépense énergétique journalière faisait que je prenais pas spécialement de masse grasse, voire pas du tout. Donc en fait, j'ai jamais eu de souci à me demander si je pouvais manger ci, je pouvais manger ça, et j'avais clairement aucune base en nutrition. D'ailleurs ça, je pense que c'est intéressant d'en parler, mais moi je trouve que c'est pas normal qu'on soit si peu informé. Ça se trouve, ça a changé. Mais en tout cas, moi, quand j'étais au primaire, collège et lycée, je trouve qu'on a reçu vraiment aucune éducation en termes de nutrition et je trouve ça bien dommage parce que ben, moi, maintenant, quand je regarde en arrière justement sur mes années-là, je me dis que j'étais aucunement informée sur le fait. Je savais bien que genre un paquet de chips c'était pas bon, mais à côté de ça, je savais pas non plus réellement les bases universelles de la nutrition qui m'auraient peut-être permis de m'alimenter un peu plus différemment en ayant, on va dire, quelques connaissances de base. Donc voilà, moi je pense que ce serait quand même assez intéressant, surtout au vu des courbes actuelles par rapport au surpoids, à l'obésité, etc. Je pense que ce serait carrément d'utilité publique d'être un peu mieux informé sur la nutrition plus jeune. Ça se trouve c'est le cas aujourd'hui, hein, mais en tout cas moi quand j'étais à l'école c'était pas du tout le cas. Donc voilà, où est-ce que j'en étais. J'ai jamais eu de soucis à
manger tout ce que je voulais quand je le voulais, parce que évidemment ça se reflétait pas sur mon corps, donc ça m'a jamais inquiétée, on va dire. Du coup, quand j'étais au lycée, j'étais à l'internat. Du coup, je mangeais, c'est pas moi qui décidais ce que je mangeais, c'était relativement plus ou moins équilibré, forcément, vu que c'est pas moi qui préparais mes repas et que il me semble que dans les milieux de cantine des écoles, on doit quand même respecter certaines règles. Enfin, je crois que les menus sont établis par des diététiciens nutritionnistes. À confirmer, mais je crois que c'est le cas. Voilà, en tout cas, du moins, ils doivent vraiment respecter certaines règles. Donc, je pense que c'était globalement plus ou moins équilibré ce qu'on mangeait. Au petit-déj, je me rappelle que je mangeais tout le temps des trésors avec un yaourt nature. Et après, les midis, ça dépendait, et les soirs également. Donc, pendant le lycée, voilà, j'avais une alimentation plutôt correcte, je pense. Les week-ends, quand je rentrais chez mes parents, évidemment, moi, je suis une énorme fan de sucre. C'est catastrophique. Je pense que ça résulte de l'enfance, vu que j'en ai toujours beaucoup, beaucoup mangé, que ce soit dans les goûters, enfin voilà, ce que je vous ai dit précédemment. Je suis une énorme fan de sucre. Le sucre, c'est une addiction. Ça agit vraiment comme une drogue pour le cerveau. Et c'est très difficile de s'en défaire parce que finalement, il y en a dans énormément de produits qu'on consomme. Des produits auxquels on pense même pas forcément, mais par exemple du pain. C'est bourré de sucre raffiné. Il y a énormément de produits qu'on consomme qui... en vrai de vrai, quasiment tous les produits transformés contiennent du sucre, même ceux auxquels des fois on ne pense pas du tout, ils en contiennent. Du coup, où est-ce que j'en étais ? Oui, j'ai toujours été une grande fan de sucre, de bonbons, de chocolat, voilà. J'aime énormément tous ces produits-là. Donc, on va y venir par la suite, mais ça a été vraiment très dur de m'en défaire. Et quand je dis m'en défaire, c'est ne plus en manger du tout, c'est déjà arrêter d'en manger tous les jours, d'avoir ce réflexe de vouloir manger un paquet de bonbons tous les jours, manger des carreaux de chocolat tous les jours. Ça a été extrêmement dur pour moi, et aujourd'hui parfois ça l'est encore, on va y revenir après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Mais voilà pour le lycée. Ensuite, à la fac, c'est là que ça a un peu dégénéré, parce que en fait j'ai complètement arrêté le sport. Quand j'étais à la fac, je me suis mis en colocation avec ma meilleure amie dans un appart étudiant du coup, et là c'était la porte ouverte à... Alors déjà, premier point marquant, ce qui s'est passé, moi quand j'étais à la fac, c'était le tout début de Uber Eats. Ça paraît fou maintenant de le dire, j'ai l'impression d'être super âgée quand je dis ça, mais quand je suis arrivée à la fac, c'était les débuts de Uber Eats, du moins dans ma ville en tout cas. Et mais quelle découverte quelle heureuse découverte, ou quelle malheureuse découverte justement. Mais du coup, en fait, littéralement tout mon argent d'étudiante, tout mon argent de poche d'étudiante que mes parents me donnaient passait soit dans les soirées étudiantes, soit dans Uber Eats. Littéralement, vraiment, c'était ça. Et si on allait faire des courses, elles étaient vraiment tout sauf Elsie. Je pense que ça a été là l'événement le plus marquant, parce que comme je vous disais, j'ai jamais eu une super alimentation pendant mon enfance, mais sans que ce soit non plus catastrophique. C'est-à-dire que là, je vous disais avant que mes petits-déj étaient pas équilibrés, mes goûters clairement étaient pas équilibrés. Il y avait tout le temps des gâteaux, des biscuits, du chocolat, etc. dans les placards chez moi. Mais à côté de ça, on va dire, pendant les repas, on mangeait quand même, on va dire, normalement, avec toujours... je sais pas, des pâtes, ou alors un steak haché, je sais pas, j'ai pas de plat qui me vient en tête, ou alors du riz à la tomate, enfin du poulet à la crème. On mangeait, on va dire, relativement normalement. En tout cas, je manquais de rien, je pense, en termes de nutriments pendant les repas. C'était juste vraiment les entre-repas, les goûters et les petits-déj, etc. Ou voilà, le grignotage entre les repas, qui faisait que c'était pas ouf, mais du coup en fait à la fac ça s'est vraiment intensifié, parce que c'était la première fois que... Avant, moi j'étais en internat, c'est la première fois que je vivais seule. J'avais ce petit truc avec ma meilleure amie, on était un peu en mode genre on est libre, enfin je pense que dit comme ça c'est vraiment ridicule, mais vous voyez très bien ce sentiment de liberté qu'on a quand on vient d'arriver à la fac, qu'on a notre premier appart et qu'on fait un peu ce qu'on veut. Et on n'en a pas raté une miette, on n'a pas raté une soirée étudiante et les verres d'alcool qui vont avec, on n'a pas raté un Uber Eats en lendemain de soirée, et hormis ça, les repas qu'on faisait, on va dire, dits cuisinés par nous-mêmes,
Ça pouvait être voilà, des nouilles chinoises ou juste des pâtes avec une tonne de parmesan. Il n'y avait jamais aucun équilibre dans tout ça. Combiné à l'arrêt total du sport et combiné à aucune dépense énergétique, c'est-à-dire que être sur les bancs de la fac et après être sur son canapé, ça demande pas beaucoup d'énergie en termes de dépenses énergétiques. Voilà, on n'allait pas marcher évidemment, on se déplaçait qu'en transport en commun, voilà. Donc le tout combiné a fait que j'ai pris 10 kilos. C'est la première fois que je prenais du poids, en fait. J'ai pris 2 fois du poids dans ma vie. Et ça, c'était la première fois où vraiment j'ai pris 10 kilos hyper rapidement, en moins d'1 an. Voilà, dû à tout ça, combiné d'alcool, malbouffe, aucune dépense énergétique, aucun sport. Ça a fait ce que ça a fait. Et du coup, après ça, il y a eu... Je sais même plus c'était quoi l'événement marquant de cette fois-là, mais je crois qu'en fait, on avait trop accumulé un mauvais rythme de vie. Et on se sentait vraiment pas bien avec... Parce que du coup, je vivais avec ma meilleure amie, comme je vous disais précédemment, et du coup, il s'est passé exactement la même chose pour elle. C'est que, voilà, on a... Mais c'était même pas, en fait, que, on va dire, de la prise de poids... Comment expliquer ? On se sentait en mauvais état de santé générale. Et en vrai, à 20 ans, ça fait un peu bizarre de se sentir comme ça. Je faisais énormément de rétention d'eau, j'étais toute bouffie, mais c'était pas qu'une question de prise de poids, je sais pas, c'était la rétention d'eau et puis l'alcool, ça fait un peu bouffi parce que voilà, on buvait quand même assez régulièrement des verres d'alcool. Et du coup, en fait, on se sentait vraiment en mauvais état de santé générale. Et un beau matin, on a tiré un peu la sonnette comme ça, on se sentait vraiment pas bien. Et comme on s'est emmené dans le côté un peu malbouffe, faire aucun sport, etc., on a très vite été dans le côté excès dans l'autre sens. C'est là qu'a commencé les premières catastrophe finalement. Et du coup, pour faire le point sur cette première période de ma vie, c'était vraiment la période de mon enfance à ma première année de fac où je n'avais jamais eu conscience de mon... En fait, je m'étais jamais regardée sous un certain angle dans mon miroir, je m'étais jamais dit telle chose tu peux pas la mettre, ou alors je me suis jamais dit ah là je me sens pas bien dans mon corps, etc. Tout comme je m'étais jamais dit tu peux pas manger ça, attention à ça, peut-être que là il faut pas que tu te resserves. Tout ça, je n'y avais jamais, j'en avais même pas conscience en fait. C'est-à-dire que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je m'étais jamais sentie, je m'étais jamais posé de questions ni par rapport à mon corps, ni par rapport à la nourriture. Jusqu'à ce fameux moment là, après ma première année de fac, où on a pris 10 kilos. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit, je sais plus si c'est quelqu'un qui me l'avait dit ou pas, mais je crois que oui, j'ai eu un déclic par quelqu'un qui est rentré de voyage et qui m'avait pas vu du coup, qui m'avait vu la première année, enfin, qui m'avait vu avant de partir où j'avais pas encore commencé la fac, et on s'est revus à la fin de la première année de fac, et là j'avais pris 10 kilos, et du coup cette personne m'avait pas vu pendant 1 an, avait gardé l'ancienne image de moi et m'avait dit « Oh, t'as changé ». Enfin, je sais plus comment ça avait été dit, mais je crois que c'est ça qui m'avait fait avoir le déclic. Et je m'étais dit... En fait, je crois que je m'étais même pas rendu compte finalement que j'avais pris du poids, etc. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, ça a été probablement un mélange des deux. Et ça a peut-être été vraiment l'élément déclencheur qui m'a fait réaliser que... Et du coup, c'est là qu'a commencé les ennuis, les problèmes, les gros problèmes, parce que je suis passée de avoir aucune conscience de rien à me sentir extrêmement mal et vouloir à tout prix tout faire très rapidement pour changer les choses. Du coup, je me suis inscrite pour la première fois en salle de sport. Là, pour vous dater un petit peu, ça c'était en 2018. Je me suis inscrite pour la première fois en salle de sport en 2018 pour cette raison. La première fois que je me suis inscrite en salle de sport, c'était pour perdre du poids. Je voulais me muscler parce que c'était un peu les débuts d'Instagram. Enfin, j'étais déjà un petit peu tombée dans la niche, d'ailleurs à l'époque dans la niche fitness, mais il y avait tellement pas grand monde. Moi, je regardais les américaines, mais je me rappelle plus. Alors là, j'aurais pu dire le nom des américaines que je regardais à cette époque-là. Mais je venais un peu de tomber dans le site du fitness sur Instagram en 2018. Et du coup, je voulais un petit peu me muscler, on va dire que je voulais prendre un peu des fesses, voilà, pas me muscler le haut du corps, rien du tout. Je voulais peut-être prendre un petit peu des fesses, mais la réalité c'est que je voulais juste faire du cardio,
perdre du poids et retrouver mon corps d'avant. Du coup, on est d'accord que j'ai eu le déclic, je me suis inscrite en salle de sport, mais je n'ai aucune connaissance. C'est-à-dire que, ok, je veux perdre du poids, mais la réalité, c'est que je sais absolument pas. Je me doute à ce moment-là de ma vie que pour perdre du poids, il faut manger moins. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Mais j'ai aucune idée en réalité de comment on s'alimente, qu'est-ce qui est bon pour... Franchement, j'ai encore aucune base en nutrition. Juste, à cette époque-là, je me dis, ok, bah c'est logique, il faut juste que je mange moins en fait. Il faut que je mange beaucoup moins, mais à aucun moment je me dis, bah voilà, il faut manger suffisamment de protéines parce qu'on va à la salle. Aucune conscience, aucune idée encore de tout ça à ce moment-là. Du coup, je commence à faire mes petites recherches, je fais mes recherches sur Instagram, je regarde un peu les comptes fitness des américaines que je vois passer. Il s'avère qu'à ce moment-là, la niche fitness sur les réseaux, c'était la grande mode. Alors, il y a moyen que ça vous parle si vous avez à peu près mon âge, si vous êtes plus jeune, peut-être pas, je sais pas si vous étiez sur les réseaux à ce moment-là. Mais c'était l'époque des fitness. En fait, les fitness girls, elles étaient extrêmement skinny. C'était un peu les Alex Sirène, etc. Vraiment les filles très très skinny et il fallait mettre des photos ultra colorées. Leur repas c'était des salades de fruits, des smoothies verts et je diabolise pas les smoothies verts, j'adore les smoothies détox, mais en gros c'était leur base de repas, c'est-à-dire que c'était normal pour le midi de manger une salade de fruits colorée avec la saturation à max postée sur Instagram. Bref, on était vraiment dans cette époque où les fit girls, c'était encore des filles très très skinny. Et du coup, bah, moi, avec aucune connaissance, je vois ça, je me dis, bah ok, go, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut manger très 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 peu, faut boire des jus pour remplacer des repas, enfin voilà. On va commencer à rentrer dans le dark side de cette histoire, de mon histoire avec la nourriture. Mais en fait, de fil en aiguille, je me souviens ne pas avoir commencé directement parce que j'avais la dalle, clairement. Déjà, ça faisait 2 ans que je faisais plus vraiment de sport. Je peux vous dire que retourner 2 heures à la salle tous les jours, 2 heures à la salle, minimum 30 minutes de cardio, je sais pas combien d'exercices de muscu, mais vraiment, on passait 2 heures à la salle, mais à se tuer. Zéro utilité, j'étais juste KO après pour ma journée et j'avais trop faim en fait parce que j'étais passée de zéro activité physique à 2 heures de sport par jour tous les jours. J'avais trop faim donc j'arrivais pas à me restreindre. Au début j'arrivais à me dire que bon bah voilà, déjà le fait d'intégrer du sport dans ma routine ça va faire changer les choses, ce qui en soi était vrai et j'aurais pu m'en arrêter à là. Et finalement petit à petit de fil en aiguille à force de regarder sur les réseaux, regarder ces filles, je suis devenue un peu obsédée par ça et bah, j'ai écouté un petit peu leurs conseils et je me suis moi-même entraînée vers le fait de manger 1800 calories par jour pendant en gros, je crois que je m'étais inscrite à la salle de sport en février et je crois que tout ça s'est terminé en juillet. Donc ça fait février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc pendant environ 5-6 mois, parce que le premier mois je le faisais pas encore, pendant 5-6 mois je me suis retrouvée à manger 800 1000 calories par jour. Du lundi au dimanche. C'est-à-dire que même les week-ends quand je rentrais chez mes parents de mon appart étudiant, c'était pareil. J'en étais arrivée à un point où je comptais les amandes que je mangeais, je pouvais en manger une et après j'allais revenir genre 1 minute après, j'allais en reprendre une et j'allais revenir 1 minute après dans le placard et j'allais en reprendre une. Quoi d'autre? Je pesais tout, je contrôlais tout. J'avais évidemment coupé la plupart des glucides. J'en mangeais assez rarement. Quand j'en mangeais, c'était que des pâtes complètes. J'essaye de me souvenir un petit peu de cette période-là. Qu'est-ce que je faisais? J'avais aussi complètement arrêté l'alcool, donc je continue à aller en soirée de temps en temps, mais beaucoup moins. En fait, je m'étais un peu complètement renfermée. En fait, je disais non à tout, alors que c'était... En fait, le souci avec moi, c'est que ça a été genre un excès comme d'un côté, comme de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, je ne glorifie pas du tout cette première période de ma vie étudiante où je sortais tout le temps, je mangeais n'importe quoi, etc. Mais de l'autre côté, je peux absolument pas glorifier la période où justement je me renfermais sur moi-même, je voulais plus sortir, même boire un coup parce que j'avais peur de craquer et de prendre une bière et qu'une bière c'était une pinte, c'était 400 calories. Enfin, vraiment en fait tout était devenu obsessionnel et du coup j'arrivais pas à trouver aucune balance dans tout ça.
Si les fois où je sortais quand même, bah voilà, je prenais un Coca zéro. Et voilà, c'était une autre période de ma vie. Mais en fait, j'avais aucune conscience que ce que je faisais, c'était pas bien parce que bah, j'ai vu des résultats, des changements physiques très rapidement, forcément. En passant de manger tout et n'importe quoi, ne faire aucune activité, à faire du sport tous les jours et manger très peu. Forcément, ça a eu un effet sur mon physique, mais à quel prix finalement? Parce que j'avais plus aucune vie, c'est-à-dire que je voulais plus voir aucune amie. Euh, je me sentais frustrée, mais à un point, pour vous dire quelque chose d'horrible qu'on faisait avec ma meilleure amie. Vraiment, ça me revient là comme ça, mais quand j'y repense, c'est fou, fou, fou. En 2018-2019, c'était la grande époque, je sais pas si vous vous rappelez, sur Insta, des comptes food porn. Avec la nourriture méga food porn, je sais pas, ça me remémore des souvenirs, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans la tête. C'est un peu le cas. Mais en 2018-2019, c'était la grande époque des comptes food porn. Et en fait, ce qu'on se disait avec ma meilleure amie, du coup on vivait, on dormait encore ensemble à ce moment-là, on regardait les soirs avant de s'endormir quand on avait trop faim de notre journée. Vraiment, on avait faim. Mais normalement, c'est normal qu'on ait faim. On mangeait rien. Pour donner un ordre d'idée, manger 800 à 1000 calories par jour, ça revient à faire un déficit calorique de 50%, si ce n'est pas un peu plus, avec tout le sport qu'on faisait. Donc, on pétait littéralement la dalle. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait des comptes food porn sur Instagram pour manger par procuration. Voilà. Donc voilà où on en était. Maintenant, Et le pire, c'est que quand on le faisait, je me souviens qu'on pensait pas mal, en fait. On se disait pas, genre, ouais, ce qu'on fait, c'est cata, genre. Donc voilà, on a fait ça pendant 5-6 mois. Après, je suis partie en vacances avec mes parents. Je suis partie en vacances avec mes parents, donc là, forcément, un peu plus difficile de faire ça, parce que, évidemment, je le faisais quand même un peu dans le dos de mes parents. C'est-à-dire que comment dire, la semaine, quand j'étais dans mon appart étudiant, ils me voyaient pas. Ils me voyaient que les week-ends. Et les week-ends, en fait, j'essayais, par exemple, de manger peut-être un peu moins le vendredi en prévision du week-end. Pour que mes parents soient pas trop alertés de la chose, pour quand même faire les repas normalement avec mes parents. Et du coup là arrivent les vacances avec mes parents, sauf qu'avec mes parents on part toujours 3 semaines en vacances. 3 semaines c'est long, donc moi déjà j'étais en panique complet de partir en vacances avec mes parents et de me dire mais comment je vais faire pour gérer mon alimentation en vacances avec mes parents. Sauf que en fait, c'est pas un déclic qui s'est passé, c'est que en fait naturellement, je crois que j'ai craqué, j'ai lâché parce que déjà ça faisait beaucoup trop longtemps que ça durait. Et je me suis dit bon bah voilà, je m'accorde les 3 semaines. J'avais pas du tout envie d'alerter mes parents sur quoi que ce soit. Je me suis dit je m'accorde mes 3 semaines où je mange normalement les mêmes repas que mes parents, surtout que le temps a passé pour moi, mais aussi pour mes parents, c'est-à-dire que mes parents ont toujours été extrêmement sportifs aussi, et en fait, plus les années ont passé, plus leur alimentation a eux aussi changé, c'est-à-dire qu'ils mangeaient de moins en moins transformés, beaucoup plus d'aliments bruts, beaucoup plus, enfin voilà, ils avaient aussi acquis pas mal de connaissances en nutrition, donc je me disais, bah voilà, en vrai, c'est pas du tout cata, on mangeait beaucoup de salades, de barbecue, enfin voilà, ce genre de choses. Je me disais, c'est loin d'être cata, tu manges pas McDo tous les jours, quoi. Du coup, pendant ces vacances-là, je mange de manière assez normale, assez saine, et avec des quantités je contrôle encore un peu tout dans ma tête, du moins j'essaye. En tout cas, je mentalise toujours tout ce que je mange. Je pense toujours à ce que je suis en train de manger, chose que je fais plus du tout aujourd'hui. Mais j'arrive à me dire, bon bah voilà, là, un repas de plus qui est pas catastrophique, et voilà, un repas de plus qui est pas catastrophique, etc. J'essaye encore quand même de contrôler un peu et de faire attention aux glaces, voilà, toutes des choses qui finalement font la raison d'être des vacances, se faire plaisir en vacances avec des glaces, etc. J'essaye quand même un petit peu d'éviter, bien que j'en mange quand même. Mais voilà, j'arrivais pas à prendre aucun plaisir quand j'en mangeais une. C'est-à-dire que il y avait tout le temps ce truc dans ma tête de genre, bah voilà, c'est pas bien, tu vas tout reprendre, nanani, nanana. Enfin voilà, en vrai, c'est une période assez compliquée. J'ai pas de mal à en parler, mais ça m'a quand même fait énormément de mal. Maintenant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois quand même avec vous, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, mais c'était vraiment une période étrange de ma vie parce que je suis passée de avoir aucune... En fait, il faut vraiment se rendre compte que pendant mes 18-19 premières années de ma vie,
il m'était jamais arrivé de mettre une fourchette dans ma bouche et me penser à ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que c'était un acte totalement naturel, normal pour moi de me nourrir. Mon corps a besoin de manger, je mange. Je m'étais jamais vraiment posé la question quand j'étais en train de manger. Et d'un coup, du jour au lendemain, limite, je suis passée de ça à vraiment je pensais constamment à la nourriture. C'est-à-dire que je me levais le matin, je pensais déjà, enfin, c'était vraiment dans ma tête constamment. Chaque repas, en fait, je le vivais jamais parce que j'étais en train de penser dans ma tête. Et après un repas, si jamais j'avais... Enfin, en fait, même à la fin d'un repas, je me disais, alors là, est-ce que peut-être que t'as trop mangé? Enfin, en fait, c'était constamment dans ma tête. Et à un moment, j'ai pété les plombs, en fait. C'était... excuse-moi. C'était beaucoup trop. Et je pense que c'est pendant les vacances avec mes parents, pendant ces vacances-là avec mes parents, pendant 3 semaines, que j'ai vraiment réalisé, en fait, que j'étais passée de ça à ça, et qu'il y avait un problème, en fait. Il y avait un gros problème. Et je sais pas, ça m'a fait encore une fois comme un énorme déclic et je me suis dit mais punaise, mais qu'est-ce qui s'est passé là dans ma vie pour que maintenant genre la nourriture ce soit autant un sujet pour moi, genre je comprends pas comment j'ai pu m'emmener là, comment j'ai pu en arriver là. Je comprenais pas parce que vraiment j'étais persuadée de bien faire en fait, j'étais persuadée de faire les choses correctement et vu que j'avais des résultats, je me disais bah voilà, t'as trouvé la clé, tu sais comment faire, voilà, perdre du poids c'est très difficile, ça doit se passer comme ça pour perdre du poids. Et pour moi, c'était vraiment genre absolument normal. Et après, je pense que le cerveau inconsciemment, à un moment, il a fait hop. Et c'est comme si je m'étais réveillée comme ça et je m'étais dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu t'es infligé pendant 6 mois là? Y a rien qui va. Comment ça se fait que maintenant, genre, chaque repas, tu n'y prends plus aucun plaisir? Tout est devenu comptage, tout est devenu. Tout est devenu difficile en fait avec l'alimentation, avec ton corps, avec tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et à partir du moment où je me suis dit ça, c'est simple, je n'ai plus réussi à contrôler aucune de mes envies. C'est-à-dire que après avoir tout contrôlé pendant plus de 6 mois, environ 6 mois, je me suis réveillée comme ça et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé là pendant 6 mois? C'est comme si vraiment ça avait fait un déclic en moi à nouveau et que toute la frustration que j'avais masquée parce que mon envie, mon objectif était plus fort que... en fait, j'arrivais à masquer toutes mes sensations de faim, toutes mes sensations de frustration, etc. C'est comme si là, d'un coup, tout était ressorti. Et les 6 mois de frustration que je m'étais infligée là, pendant cette période-là, se sont transformés en un an de non-contrôle sur rien. Mais je vous parlais de l'époque là, à l'époque avant justement ma première année de fac où avec ma meilleure amie on buvait de l'alcool, on commandait Uber Eats, etc. L'année qui a suivi cette période-là, c'était ça, mais fois 10. C'est-à-dire que c'est même pas que je faisais des insomnies, c'est que je pouvais me réveiller en pleine nuit. En fait, je pensais à la nourriture, mais constamment, mais dans l'autre sens cette fois. C'est-à-dire qu'il fallait constamment que je me nourrisse et d'aliments les plus riches possibles. C'est-à-dire que je me réveillais la nuit. Je l'ai déjà raconté, mais c'est un événement qui m'a assez marqué. Genre, je me suis réveillée une nuit, je me suis dit là j'ai faim, faut que j'aille manger. Je suis allée dans mon frigo, j'ai vu qu'il y avait un camembert qu'on venait d'acheter. Je l'ai mangé en entier avec une baguette en entière. Et quand j'ai fini, je me suis dit mais qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as jamais vécu ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment ça se fait que t'arrives pas à contrôler aucune chose là? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et du coup, voilà, pendant un an, je me suis retrouvée mais on achetait des quantités industrielles de nourriture. Vraiment, par exemple, je pouvais manger, on va dire, toute ma journée normalement. Et le soir, on allait rentrer à l'appart avec ma meilleure amie. On allait aller faire des courses. Je sais pas si je peux dire ça, mais on allait faire des courses. Et en fait, on appelait ça genre les buffets. Et en fait, on achetait vraiment mais tout ce qui nous passait par la tête, du salé au sucré, tout ce qui était transformé, tout ce qui nous donnait envie dans le supermarché. Saucissons, pâté en croûte, des pizzas, vraiment. Et en fait, on cuisait tout, on installait tout sur genre la grande table de la cuisine. La table, elle était remplie, genre.
Elle était vraiment remplie. Des fois, on invitait genre 2 amis, je sais pas, on était peut-être 4 pour une table genre remplie. Et on mangeait tout, genre en 2 heures de temps, on mangeait tout ce qu'il y avait sur la table. Mais il y avait, genre, il pouvait y avoir, je sais pas, des samoussas, des chips, du saucisson, vraiment tout ce qu'on peut penser, genre, qu'il y a dans un supermarché, ça s'est déjà retrouvé sur une de nos tables de buffet. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je sais pas si ça va en aider quelques-unes, mais bon, voilà, c'est mon histoire, quoi. Et du coup, voilà, pendant 1 an, je me suis retrouvée à ne plus contrôler aucune envie et surtout ne plus avoir envie d'en contrôler aucune parce que je m'étais beaucoup trop frustrée, beaucoup trop frustrée pendant 6 mois et je pense que mon corps, mon cerveau, ils avaient juste besoin de faire des réserves, se dire qu'ils allaient pas revivre ça de sitôt et que là vraiment il fallait en fait on était clairement dans un énorme effet yo-yo là, c'était vraiment genre l'extrême de l'effet yo-yo, c'est-à-dire grosse perte de poids ultra rapide et par derrière plus aucun moyen de contrôler aucune aucune restriction alimentaire quoi. Pendant cette période-là où je ne contrôlais plus rien par rapport à l'alimentation, clairement, je continuais à faire du sport, je continuais à aller à la salle environ je sais pas, 4-5 fois par semaine. Je commençais à vraiment de plus en plus kiffer. Donc j'avais totalement abandonné sur l'alimentation, je cédais à tout, de toute façon j'arrivais pas à voir autrement, à faire autrement. Mais à côté de ça, je continuais la salle de sport, ça commençait à vraiment rentrer fort dans mon cœur. Après ensuite, dans la chronologie des choses, je suis partie en Australie, toujours avec ma meilleure amie avec qui je vivais à l'époque quand j'étais étudiante. On est parti quasiment 1 an, on a fait un peu, on a voyagé un peu... en Australie et quelques pays autour. C'était la première fois de ma vie que je partais en voyage loin. Surtout seule, c'était vraiment une expérience incroyable, vraiment, quand j'y repense, enfin vraiment c'était une expérience de ouf. On a pu aller au Japon, on a pu aller en Thaïlande, on a pu aller à Bali, on a pu aller aux îles Fidji, vraiment un voyage incroyable. On a fait un beau tour de l'Australie, un peu tout le tour. Et là, pendant cette année-là, pareil, on allait encore un petit peu à la salle. On était très actives parce que on était serveuse pendant notre voyage. Du coup, forcément, en plus, on faisait des énormes journées, donc on se dépensait énormément finalement en travaillant. Là, on mangeait. En fait, j'avais retrouvé un état plus ou moins inconscient de m'alimenter finalement. J'entends par là que j'arrivais à manger sans être constamment en train de penser à ce que je mangeais. Est-ce que c'était trop? Est-ce que c'était pas assez? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'est trop sucré? Est-ce que voilà, j'arrivais un peu à faire taire tout ça dans ma tête et même entre les repas. C'est-à-dire que voilà, c'était redevenu quelque chose d'assez naturel et normal de me nourrir à ce moment-là. Et voilà pour ça. Donc là, j'étais contente parce que vraiment, j'arrivais à retrouver une relation plus ou moins saine avec la nourriture et j'arrivais à réapprécier de manger des burgers. J'avais plus retrouvé, on va dire, cet état totalement inconscient des choses que j'avais pu avoir avant que tout ça ne se passe. Mais j'arrivais quand même à apprécier un burger et c'était déjà devenu énormément pour moi suite à tout ce qui s'était passé. Donc voilà, on va dire que les choses étaient un petit peu rentrées dans l'ordre. Et mon poids était assez stable parce que, voilà, comme je vous disais, je me dépensais énormément quand j'étais en Australie parce qu'on était serveuse toute la journée et généralement on allait aussi danser en boîte de nuit toute la nuit. Donc le rythme de vie n'était pas spécialement très sain et très ouf, mais bon après voilà, c'était la jeunesse et je regrette aucune de ces soirées, aucun jour de ce voyage clairement. Mais du coup, combiner évidemment être serveuse pendant 10 heures par jour et aller danser 5 heures après, ça fait qu'on était extrêmement en mouvement. Donc voilà, mon poids était stable à ce moment-là. Après, je suis rentrée parce que est venu le Covid. Et j'ai commencé à travailler, du coup, à trouver un travail de bureau après ça. Et jusqu'à donc cette période-là, c'est le retour de mon voyage en Australie jusqu'à que je quitte mon emploi pour me lancer en tant que coach sportive et créatrice de contenu du coup. Toute cette période-là, il s'est à nouveau passé un événement assez marquant pour moi. C'est là où j'ai commencé à avoir du psoriasis qui a commencé à prendre de l'ampleur sur mon corps. Du coup, ça, c'est venu encore
finalement ébranlé tout ce que j'avais réussi à remettre en place pendant mon voyage en Australie. Voilà, j'appréciais à nouveau l'image de moi. J'avais réussi à trouver une balance plus ou moins équilibrée par rapport à ce que moi je voulais à cette époque-là. Le fait de retrouver un taf de bureau, d'y aller en transport tous les jours. Donc, je continuais la salle de sport à ce moment-là, hein, mais j'étais quand même passée de active plus à voyager, découvrir des villes, être serveuse, sortir la nuit, donc danser beaucoup, etc. Un mode de vie très actif à je vais au travail en transport et je suis assise derrière un ordi toute la journée. Donc même si mon alimentation n'avait pas changé, le fait d'être beaucoup moins active, ça a fait que j'ai repris encore une fois quelques kilos. Et du coup, voilà, j'avais repris quelques kilos, mais rien de vraiment ouf ou rien qui m'impactait vraiment plus que de raison. J'étais vraiment contente de réussir à nouveau à m'alimenter vraiment sans trop de soucis, sans trop de questionnements, jusqu'au jour où mon psoriasis s'est vraiment aggravé. À tel point que il est venu un peu tout chambouler dans ma petite vie, c'est-à-dire que j'arrivais plus en fait, ça m'a fait un peu perdre confiance en moi. J'avais plus spécialement, même du tout, envie de mettre des manches courtes. Enfin voilà, le but était devenu un peu de me cacher. J'en avais même, je me rappelle, j'en avais beaucoup ici et plein sur le cuir chevelu. Et par exemple, même en me cachant, l'hiver avec les manteaux en laine par exemple, je faisais énormément de pellicules dû à mon psoriasis. Du coup, j'en avais vraiment partout. Ça me faisait me sentir pas bien. J'arrivais pas à accepter ça en fait. Je me disais mais quand est-ce que ça va partir, quand est-ce que ça va partir, et à force de tester des trucs et voir que finalement la seule chose qui se passait c'est que ils prenaient de plus en plus de place au lieu de se résorber petit à petit. Je m'étais résignée à me dire que j'allais devoir vivre comme ça pour le reste de ma vie, que j'allais devoir accepter. En fait, tout mon entourage me disait mais non, mais c'est rien, t'es belle comme t'es, etc. Et moi, j'arrivais pas à me le dire. J'arrivais pas du tout à l'accepter et du coup voilà, en fait je me suis résignée, je me suis dit t'es condamnée avec ce corps, de toute façon ton corps t'en aura qu'un, tu peux rien y faire, y a pas de solution à ça, t'es condamnée à maintenant ne plus aimer ton corps. Donc j'ai un peu lâché encore une fois. Je me suis dit à quoi bon continuer d'aller à la salle, à quoi bon essayer de faire des efforts côté alimentation, nutrition, si de toute façon quand tu te mets en maillot l'été, tu n'aimeras pas le corps que t'as quoi qu'il arrive. Je vous le dis vraiment crûment comme je le pensais. Je sais que c'est à l'heure actuelle je prône pas, vraiment ce que j'essaie de transmettre c'est tout l'inverse de ça, sauf que voilà, il y a eu un cheminement qui a fait que j'en suis arrivée là, et à ce moment-là de ma vie c'est ce que je me disais, donc je préfère le dire comme je le pensais à l'époque. Mais du coup voilà, c'était la finalité des choses, c'était je n'apprécie pas mon corps. De toute façon, ces grosses taches, elles sont trop laides, donc ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit pour changer les choses. Quoi qu'il arrive, la finalité, c'est que j'aimerais pas ce à quoi je ressemble dans le miroir. Du coup, rebelote, j'arrête le sport pendant quelques mois, je reprends une alimentation. Je me réconforte grave dans la nourriture à ce moment-là de ma vie, parce que je perds confiance en moi, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans ma vie, j'aime pas trop ma vie. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais du coup ça fait référence à cette période-là. J'aime pas mon travail, j'aime pas spécialement ma vie, j'y trouve aucun sens. D'ailleurs, ça refait un lien avec ce que je vous disais juste avant. Le fait d'être partie voyager pendant un an comme ça, d'avoir connu l'extrême liberté, parce que vraiment partir pendant un an comme ça avec un sac à dos sans... En fait, t'as plus aucune responsabilité. Là tu mets ta vie en pause pendant un an, t'as plus aucune responsabilité de rien. La seule chose que t'as à te demander, c'est qu'est-ce que tu vas faire ce soir, ou alors quelle nouvelle ville tu vas faire. Enfin, tout était... pour se faire kiffer, vraiment la vie n'avait aucune responsabilité, et du coup le retour un peu à la réalité là de tout ça, moi ça m'a fait un petit choc. Je dirais pas que j'ai fait une petite dépression, mais voilà, en tout cas j'arrivais pas à apprécier ma vie telle qu'elle était, j'arrivais pas à me dire que j'allais passer le restant de ma vie enfermée dans un bureau alors que j'ai connu le fait de voyager et d'être serveuse. Enfin voilà, j'arrivais pas à l'accepter, et du coup c'était vraiment un tout finalement. C'était pas que mon psoriasis, c'était
j'apprécie pas beaucoup d'aspects de ma vie. Et du coup, je me suis, encore une fois, énormément confortée dans la nourriture, parce que j'avais plus envie de sortir de chez moi, parce que j'aimais pas, j'avais peur qu'il y ait plein de... Enfin voilà, c'était plein de trucs. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, putain, c'est dommage, mais à la fois, ça fait ce que je suis aujourd'hui aussi. Mais du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, je disais, je restais énormément chez moi parce que j'avais plus spécialement envie de sortir parce que j'aimais pas l'image que je renvoyais. Du coup, chez moi, j'étais beaucoup devant la télé, je mangeais énormément, je recommandais énormément Uber Eats. Voilà, toutes ces choses-là. J'avais arrêté le sport parce que j'y voyais plus aucun intérêt. De toute façon, j'aimais pas voir mes grosses taches là sur le bras, en brassière ou en t-shirt. Bref, on repart totalement dans ce côté-là. Et puis, vient à nouveau un point de déclic, un autre événement, un point marquant finalement dans mon histoire avec tout ça. C'est, je suis partie en vacances en Thaïlande en septembre, je sais plus de quelle année. Mais bref, c'est ce voyage en Thaïlande qui m'a marqué. J'ai des photos. En fait, non, j'ai quasiment zéro photo de moi pendant ces vacances. Alors que, je vais pas mentir, j'ai toujours... Enfin, c'est pas narcissique, mais en fait, j'ai toujours bien aimé me prendre en photo. J'ai toujours bien aimé poster des photos de moi. J'ai toujours eu beaucoup de selfies de moi dans mon téléphone. Voilà. Je l'assume. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait... pendant ces vacances-là en Thaïlande, je me suis rendu compte que dans mon téléphone, ça faisait genre 1 an et demi que je m'étais pas prise en photo, que je me disais mais qu'est-ce qui se passe là en fait dans ta vie pour en être arrivé là, genre tu peux pas te détester comme ça à 20 ans quoi, à la vingtaine, à peine la vingtaine passée en fait. C'est pas possible. Tu vas pas genre comment, quel est le mot que je cherche? Tu vas pas déjà abandonner sur toi-même à cet âge-là, c'est pas possible, tu vois, genre fais quelque chose. Et je me suis sentie très 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 mal pendant ces vacances-là parce que qui dit vacances au soleil dit maillot de bain, short, etc. Psoriasis, voilà, je vous refais pas l'histoire. Et pareil, encore une fois, accumulation de malbouffe, accumulation de aucune activité, aucune dépense énergétique, rien du tout. Je me sens pas bien, petite photo par-ci, petite photo par-là. Je me rappelle que on prend une photo de moi, j'ai le déclic quand je la regarde, je me dis mais putain, mais je ressemble à ça, je me rends pas compte quoi. Moi, quand je me vois dans le miroir, et puis vu que je me prends plus du tout en photo, je me rends pas compte. Je pense que, je sais pas si certaines voient de quoi je parle, mais t'as une certaine image de toi en tête, et un jour quelqu'un prend une photo de toi de dos, de profil, j'en sais rien, et là tu te dis mais putain, mais c'est comme ça qu'on me voit là. Oh non, sérieux, moi je me vois pas du tout comme ça en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, bim, nouvel événement marquant, et là je me dis ok bon. Par le passé, le passé t'a montré vraiment, essaye de pas reproduire les mêmes erreurs que t'as fait par le passé. Quand t'as voulu perdre du poids rapidement, après pendant 1 an, t'as pas su contrôler aucune envie, t'as rien su contrôler. Vraiment là, il faut pas repasser par là, c'est impossible. Du coup, cette fois-ci, je me suis posée, j'ai pris tout le temps des vacances, je commençais déjà à réfléchir, etc., etc. J'ai pris toutes ces vacances en fait je me suis documentée mais à mort. Je me suis dit ok là maintenant il faut que tu comprennes vraiment les grandes bases de la nutrition. Il faut que tu écoutes mieux ton corps. Il faut que tu écoutes ses signaux parce que en fait ça résulte de. Je vous ai dit quand j'ai eu le déclic pendant mes vacances avec mes parents en juillet où je m'étais dit mais comment t'as fait pour ne pas entendre aucun signal de ton corps là de frustration pendant les 6 mois où tu mangeais 800 calories par jour. Voilà, là je me suis dit, ok maintenant, cette fois-ci, il faut que tu sois à l'écoute de ton corps, il faut que tu sois à son service. Le but là, c'est que tu prennes en considération ses besoins, ses sensations, et que tu aies les bonnes bases de nutrition pour y arriver. Parce que, en fait, je m'étais dit, il y avait des noms catégoriques dans ma liste, c'est-à-dire que je voulais reperdre du poids, je voulais me ressentir bien dans mon corps, me le réapproprier, mais il était hors de question pour moi de réutiliser la balance, parce que ça m'avait traumatisé cette période précédente là de ma vie. Donc j'avais dit non à la balance, non aux excès, non à la compensation, non à toutes ces choses-là, et du coup je me suis dit ok mais comment je fais alors? Parce que c'est sûr qu'il y a un autre moyen, il y a un autre moyen de le faire, mais comment? Et du coup, en fait, cette fois-ci, je me suis pas précipitée, c'est-à-dire que pendant mes 2 semaines de vacances en Thaïlande,
J'ai pas commencé du tout à... c'est-à-dire que j'allais au resto, je mangeais, voilà. Je m'étais vraiment dit, c'est quand tu rentres que tu commences. J'avais commencé un peu à utiliser ces 2 semaines en vacances pour me renseigner. Je me suis renseignée un max, j'ai lu énormément de choses, énormément d'études. Mais vraiment même les bases, il y avait des... Je me suis rendu compte que à mon grand âge déjà, je savais même pas vraiment ce qu'était protéines, lipides, glucides, enfin... J'avais quelques bases, mais finalement pas tellement. Quand j'ai commencé à apprendre et comprendre énormément de choses, je me suis dit, mais ok, en fait, ma grande, tu connaissais rien du tout. Et voilà, j'ai appris énormément de choses. Et en rentrant de vacances, j'ai commencé à essayer de les mettre en pratique. C'est-à-dire que euh, je me suis dit, on en a déjà parlé hein, dans les précédentes vidéos, du coup je vais faire assez rapide, mais j'ai vraiment voulu prendre le temps, c'est-à-dire que j'ai pas chamboulé toute ma vie en rentrant. Je suis retournée à mon travail après mes vacances. J'ai remangé peut-être sainement les midis et les soirs, vu que j'avais l'habitude de me réconforter un peu dans mon canapé en regardant une série. Au début, je l'ai pas changé parce que c'était encore du réconfort. Et en fait, petit à petit, naturellement, les choses ont commencé à se faire, ouais, naturellement finalement, parce que je me rendais compte de à quel point je commençais à me sentir mieux quand je mangeais mieux les midis, par exemple. Je me rendais compte que j'avais beaucoup moins de coups de barre que quand avant les midis j'allais au McDo avec mes collègues et que à 16h pendant la réunion j'avais les yeux qui faisaient comme ça parce que j'étais en train de digérer mon McDo. Là je me rendais compte que si je mangeais une salade le midi, et attention quand je dis salade hein, je coupais pas du tout les glucides, c'est à dire que je m'interdisais de couper les glucides, je mangeais des glucides matin, midi et soir. Quand je dis je mangeais une salade, c'est parce que je mangeais des salades du salade bar, mais par exemple ça pouvait être salade de pâtes, salade de riz, salade de lentilles. Enfin, j'essayais toujours d'avoir quand même un bon apport énergétique et surtout varier énormément. Ça, varier, c'est la clé. On va commencer à arriver un petit peu sur les conseils maintenant que je vous ai barbé avec mon histoire complète, mais bref. Varier, c'est la clé. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, chaque aliment brut va avoir un intérêt différent. Plus vous allez varier, plus vous allez pouvoir apporter des nutriments différents à votre corps. Votre corps, il a besoin de toute une multitude de nutriments, de vitamines, de minéraux que l'alimentation variée va vous apporter. Donc, vraiment, le premier conseil à noter là, c'est alimentation variée, aliments bruts le plus souvent possible parce que c'est ceux qui contiennent le plus de nutriments, ils n'ont pas encore été transformés, etc. Aussi l'alimentation transformée, généralement on rajoute plein de choses, des conservateurs, des additifs, plein de choses, des sucres, des arômes, énormément de choses qui sont pas spécialement utiles pour notre corps, pour notre santé, bien au contraire. Donc c'est un petit pli à prendre pour moi qui justement, je vous le disais par le passé, mangeait énormément transformé. Quand je dis transformé, c'est pas forcément manger McDo, hein. C'est-à-dire que quand je dis transformé, c'est par exemple moi pendant mon enfance, on mangeait jamais de pâtes. Enfin, on mangeait jamais de pâtes. Si on en mangeait, mais la plupart du temps c'était les raviolis déjà. Je pouvais manger des boîtes de raviolis, je pouvais manger vous savez, les raviolis, la ricotta épinard qu'on achète au rayon frais, les gnocchis, les cordons bleus, les knackis, voilà, tous ces aliments-là, c'est des aliments transformés. C'est pas forcément manger Quick, McDo, KFC. Ça fait aussi référence à tout ce qu'on trouve dans nos supermarchés qui sont... Encore une fois, je les bannis pas, ça m'arrive encore aujourd'hui de manger du poisson pané, des cordons bleus. C'est toujours pratique d'en avoir dans le congèle parce que je me pars toujours du principe que quand je rentre et que j'ai la flemme, que j'ai pas le temps, que je dois encore bosser un peu ou je ne sais quoi, c'est toujours plus cool de manger ça en rentrant de la salle que d'avoir rien dans le placard et de commander Uber Eats, clairement. Mais ça ne peut plus constituer la base de mon alimentation parce que ça n'apporte pas suffisamment de nutriments à mon corps pour qu'il soit au top. Du coup, autre chose essentielle que je retiens par mes erreurs du passé et ce que j'ai mis en place et qui a fonctionné sur moi par la suite, c'est que je n'ai plus jamais banni aucun aliment de mon alimentation, ni même je n'ai plus jamais banni aucun groupe d'aliments de mon alimentation. C'est-à-dire que je fais référence par exemple aux glucides, aux lipides. Pendant la période où je mangeais 800-1000 calories par jour, la plupart du temps, alors les seuls glucides, enfin les seules grosses sources d'énergie que je m'apportais, c'était des lentilles, je me rappelle. Sinon, les pâtes évidemment j'en mangeais plus, le pain évidemment j'en mangeais plus. On mangeait que du poisson ou de la viande. De la viande c'était que de la dinde et des légumes. Là vraiment, je pars du principe que tout en bonne quantité. En fait,
Déjà, premièrement, on va commencer, je vais vous montrer par A plus B que couper les glucides, c'est la pire chose que vous puissiez faire dans votre alimentation, parce que, en fait, les glucides, c'est un peu c'est l'énergie que vous allez apporter à votre moteur, à votre corps pour qu'il fonctionne correctement pendant la journée. Je vois pas comment votre corps est foncièrement capable de faire du sport, euh, être capable de se donner à fond à la salle. Vraiment, le meilleur truc que vous puissiez faire pour votre corps, pour votre mental, c'est d'avoir l'énergie requise pour faire une bête de séance, pour se donner à fond, pour se dépenser, pour se dépasser. Vraiment, sans glucides, c'est impossible à faire. Ça, je vous en avais pas parlé, mais maintenant je suis en train d'y repenser. À l'époque, avec ma meilleure amie, ça nous arrivait de faire des malaises en salle de sport. De faire des malaises parce qu'on ne se nourrissait pas assez. On n'avait pas assez d'énergie. Notre corps n'était pas en capacité de faire une séance de sport. Les glucides, ça va vraiment être votre énergie. En fait, c'est un peu l'essence qui fait tourner la voiture. Les glucides, c'est vraiment l'énergie qui a apporté à votre moteur. On est incapable de réfléchir correctement quand on mange pas de glucides. On est incapable de s'entraîner correctement quand on mange pas de glucides. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là, mais l'exemple d'un bodybuilder qui prépare une compétition de bodybuilding, sur la fin de sa préparation, il va couper les glucides. Il va arrêter de manger des glucides parce que lui, il faut qu'il soit extrêmement sec, le plus sec possible pour monter sur scène. Et ben, son entraînement, il va drastiquement changer à cette période-là de l'année. Il sait très bien que il sera incapable de soulever une barre qu'il soulève en temps normal ou en prise de masse. C'est impossible, le corps, il a plus la capacité de le faire. Et ça, couplé à... quand on discute ensemble, des fois, que vous m'envoyez un DM ou quoi par rapport à ces sujets-là, il y a des filles qui m'ont déjà dit, ça fait plus d'1 an qu'elles n'ont pas mangé de glucides. Mais du coup, j'imagine qu'elles sont en incapacité totale de vivre une journée normalement. Les glucides, vraiment, c'est pas du tout à diaboliser. Tout comme les lipides, je sais qu'on adore diaboliser les lipides. Les lipides, typiquement, par exemple, si vous m'écoutez et que vous voulez prendre du muscle, les lipides, ça a un rôle hyper important dans la mécanique de reconstruction du muscle. Ça a un rôle super important là-dedans. C'est pour ça que les bodybuilders prennent généralement souvent des oméga 3 en complément alimentaire. Les lipides, ça a un rôle super important dans la reconstruction musculaire. Encore une fois, c'est un groupe, un macronutriment qu'on aime souvent bannir. Moi, j'ai souvenir de ma maman qui, par exemple, quand j'étais plus jeune et qu'elle faisait ses moments de régime avant l'été, pour faire sa vinaigrette, elle allait couper l'huile et elle allait mettre de l'eau à la place, au vinaigre. Et pensant que c'était totalement normal de faire ça parce que quand je suis en perte de poids, je dois couper l'huile de mon alimentation. Alors que non, pas du tout. Tout en bonne quantité à sa place dans votre alimentation. Vraiment, je suis hyper sérieuse là-dessus, j'insiste vraiment là-dessus. Chaque macronutriment a une utilité, c'est pas là pour rien, c'est vraiment pas là pour rien. Ensuite, quelle autre grande règle je pourrais retenir de mon histoire personnelle? Je dirais cette sorte de 80-20. Quand j'entends 80-20, encore une fois, je parle jamais de vouloir compenser tous les efforts d'une semaine. Alors déjà, le terme effort, je le déteste, mais en gros, je veux bien être claire sur le fait que quand moi je parle du 80-20 sur mes réseaux ou autres, je ne veux absolument pas dire, 80% de ma semaine, je fais un effort, donc du lundi au vendredi, je fais un effort, et le week-end, je me récompense de cet effort. Pas du tout. Encore une fois, on est dans une mentalité de vouloir compenser un excès et après se récompenser. Pas du tout. Moi, le 80-20, je le vois comme étant, pendant 80% du temps, j'apporte à mon corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, pour être au top, une alimentation la moins transformée possible, des lipides, des glucides, des protéines, des fibres, voilà, tout ce dont mon corps a besoin pour fonctionner correctement. Et les 20% du temps restant, je n'ai aucune raison de culpabiliser de manger des aliments un peu moins intéressants nutritionnellement parlant, un peu plus gras, un peu plus sucrés. C'est totalement ok parce que le reste du temps, mon corps est au top et je me sens totalement ok avec cette balance-là. Et comment je l'applique, encore une fois, ça c'est une question que je pense qui
que je reçois assez souvent et qui est assez intéressante. En fait, ça va dépendre des périodes de ma vie. Ça va dépendre des semaines, ça va dépendre de tout. Quand je dis 80-20, encore une fois, je veux pas du tout en avoir une approche rigide. C'est-à-dire que là, par exemple, je reviens de vacances, je reviens de Dubaï où je suis allée chez ma meilleure amie pendant 2 semaines. On est allé au resto un soir sur 2. On a mangé des donuts, on a mangé... Enfin, vraiment... J'étais pas du tout, si on prend sur, par exemple, ces 2 semaines, j'étais pas du tout sur un 80-20. J'étais quasiment sur un 50-50. Allez, un 60-40, on va dire, d'alimentation saine et de donuts, burgers, enfin voilà, toutes ces choses-là. 60-40, mais ok, pas grave. Là, peut-être que genre cette semaine, j'étais sur un 90-10, ou à un autre moment de ma vie, j'étais sur un 90-10. Et en fait, ça s'adapte vraiment comme ça en fonction de... Comment expliquer ? Par exemple, des fois, j'aime bien si une de mes coachées vient me voir pour une perte de poids, souvent ce que je vais lui dire c'est je t'apprends rien pour que tu perdes du poids, il faut que tu sois en déficit calorique. Là, on est bien d'accord là-dessus, y a pas de secret, il faut que tu manges moins que ce que ton corps dépense chaque jour. Pour ce faire, tu peux calculer ta dépense énergétique journalière, tu peux voir tes besoins journaliers, tu crées un léger déficit de 10 à 20% maximum. Pareil, autre règle que maintenant j'applique et que vraiment j'insiste là-dessus encore une fois, à mon sens c'est vraiment essentiel. On ne dépasse pas les 20, allez, en fonction des situations, 25%, mais grand max de déficit calorique. Mais bref, on tombe sur un chiffre journalier. Imaginons que... on dépense 2000 calories par jour, on se dit qu'on doit manger environ 1800 calories par jour. Encore une fois, ce que j'aime dire aux filles qui rejoignent le programme, c'est tu peux le voir à la journée, mais ça risque d'être vite frustrant parce que imaginons que t'aies atteint tes 1800 calories au goûter et que tu sois au repas du soir, comment tu fais ? Il est hors de question que tu ne manges pas le soir parce que t'as atteint tes calories à 16h. C'est inimaginable de faire ça. On compense jamais de la sorte là. Ce que j'aime bien voir, c'est dire, ok, bah, si t'as une approche à la semaine, peut-être que tu verras que pendant ta semaine, ça va s'équilibrer parce que peut-être que ce jour-ci, t'avais plus faim, mais le lendemain, t'auras peut-être un peu moins faim. Et finalement, sur ta semaine, tu retrouves un équilibre. Vaut mieux voir le déficit calorique sur ta semaine que chaque jour, parce que chaque jour, sinon, ça peut vite être frustrant pour soi-même. Si jamais une journée on dépasse, on va peut-être avoir envie de compenser, etc. Voilà, chose qu'on veut absolument éviter. Donc déjà, voir une approche à la semaine, limite au mois, ça permet de dédramatiser, déculpabiliser une journée où on est un peu au-dessus, où voilà, on mange un peu plus, etc. C'est totalement normal. En fait, on n'est pas des robots. C'est ce que je dis aussi souvent, c'est que tu peux pas te retrouver à manger 1850... Imaginons que tu dois manger 1853 calories précisément par jour pour être en déficit calorique de 20% précisément. Mais qui sur cette terre, à part les... Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, à part les bodybuilders qui contrôlent chaque grain de riz et croyez pas dans... Enfin, y a pas pire milieu pour trouble obsessionnel de l'alimentation que le bodybuilding à haut niveau, même à bas niveau à vrai dire. Bref, on n'est pas des robots, on est incapable de manger tous les jours précisément 1853 calories par jour, et fort heureusement, sinon la vie devient... Est-ce que vraiment elle vaut le coup d'être vécue, quoi ? À mon sens, pas vraiment. Donc voilà, l'approche à la semaine, l'approche au mois, ça permet déjà de dédramatiser, de déculpabiliser une journée avec un peu plus, une journée avec un peu moins, voilà. L'important, c'est l'équilibre, et tout finit toujours par s'équilibrer sur le mois, sur la semaine. Voilà, ça c'est aussi une grande chose que j'ai apprise avec le temps et que j'ai comprise. C'est dédramatiser à la journée, vraiment, là la vie ne s'arrête pas, et plus ça va être un sujet pour toi, plus le lendemain tu vas pas vivre ta journée normalement. Ce que je dis tout le temps, c'est ok, bah là, t'as craqué, on va dire, t'as mangé un truc que t'avais pas du tout envie de manger, on est mardi, t'avais pas du tout prévu de faire ça, mais t'as eu une journée de merde et voilà, t'avais envie de craquer sur tel ou tel truc. Tu te sens pas bien, tu te mets à culpabiliser parce que ça t'éloigne de ton objectif dans ta tête, c'est ce que la petite voix dans ta tête te dit. Le lendemain matin, tu te lèves, tu repenses à la veille, tu te dis bah voilà, j'ai pas assuré hier, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sauter mon petit-déj. Et en fait, mine de rien, mis bout à bout,
en fait, ça va rester constamment dans ta tête. Cette petite voix, elle gagne, elle prend de l'ampleur et t'arrives jamais à passer à autre chose parce que ça reste toujours un sujet dans ta tête. Alors que si le soir même tu dis ok, quitte à le manger, déjà autant que je l'apprécie, ça sert à rien de l'avoir mangé et en plus que je l'apprécie pas, ça a zéro utilité. Je kiffe à fond le moment et le lendemain je passe à autre chose. La vie s'arrête pas, je reprends mes objectifs, je reprends ce que je m'étais dit que je ferais, je mange mon petit déj habituel, mon repas du midi que j'avais prévu de manger. Et c'est ok, et moins ça va être un sujet dans ta tête, plus ça va se faire naturellement. Vraiment, genre, plus tu fais les choses naturellement, moins vraiment dans ta tête. En fait, je sais que c'est grave dur à voir, mais en fait, moins c'est un sujet dans sa tête, plus vraiment on va s'alimenter, on va réussir à se reconnecter à soi et faire les choses naturellement. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais du sucre raffiné, que moi j'estime avoir encore une addiction au sucre raffiné. Par exemple, là, je vous disais que j'étais en vacances il y a 2 semaines. J'ai mangé, je vous disais juste avant, plus de donuts, de cinnamon roll, de cookies, voilà, toutes ces choses-là très sucré. Et en fait, j'arrive encore à remarquer aujourd'hui que plus j'en mange de manière rapprochée, plus mon envie d'en manger est rapprochée. C'est-à-dire que même après des années à manger sainement, à avoir réussi à réduire quand même énormément mes doses de sucre raffiné, etc., je me rends bien compte que justement dans les périodes où je suis sur un équilibre un peu moins sain que d'habitude dans ma routine habituelle, et par exemple là en rentrant de vacances, j'ai envie de sucre 1 fois par jour minimum, alors que dans ma routine habituelle avant de partir en vacances, je peux y penser peut-être genre 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et là en fait je me rends compte encore aujourd'hui que plus on rapproche les doses de sucre, plus fréquemment on a envie d'en manger. C'est vraiment une drogue finalement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? L'addiction au sucre, elle est réelle, c'est grave dur de s'en sortir. Mais encore une fois, quand on est dans la phase où justement on en consomme encore tous les jours, etc., ça paraît grave impossible de se dire genre mais en fait je vais pas pouvoir réfréner mes envies comme ça quotidiennement toute ma vie. Moi j'ai envie de sucre tous les jours, comment je vais faire pour... Enfin, c'est pas une vie de devoir dire non à ses envies tous les jours. Mais en fait, la réalité de ce qui se passe, c'est que plus on espace ces doses de plaisir comme ça, de sucre raffiné, on est clairement d'accord pour dire qu'un bonbon, nutritionnellement parlant, ça n'apporte rien du tout. Vraiment, c'est une calorie, on appelle ça une calorie vide, c'est-à-dire que vraiment, ça n'apporte rien du tout au corps, rien de positif. Clairement, alors que comparativement, déjà, si je le compare à un McDo, à la limite, il va y avoir quelques protéines, voilà. Un bonbon, ça n'apporte rien du tout, c'est juste 100% de plaisir pour le corps. Pour le cerveau, pas pour le corps, pardon. Mais du coup, où est-ce que je vais en venir ? Ouais, je pense que ce qu'on peut en retirer, c'est... le sucre, plus on va l'espacer, plus on va en manger avec parcimonie, et moins on va en avoir envie fréquemment. Moi, je me rappelle aussi au début, je me disais, mais putain, je vais pas pouvoir genre vivre toute ma vie en tous les jours, et comment je vais faire pour tous les jours me restreindre en me disant genre, non, t'as envie de sucre mais tu cèdes pas, t'as envie de sucre mais tu cèdes pas. Et en fait, non, plus le temps passe, plus ces envies, elles sont de moins en moins fréquentes, en fait. On en a de moins en moins envie. Par contre, les moments de ta vie où tu vas balancer un peu différemment et justement, voilà, tu vas partir en vacances, tu vas être un peu plus chill avec toi-même, sur le sucre, etc., ça revient direct, en fait. Là, moi, c'est ce que j'ai remarqué encore pendant les vacances, c'est que maintenant, là, ça va un peu mieux parce que je suis rentrée depuis 2 semaines. Mais les premiers jours où je suis rentrée de vacances, j'avais envie d'aller à la boulangerie tous les jours, quoi. Alors que normalement, ça doit arriver genre peut-être 2 fois par semaine. Donc voilà, ce qu'on peut en retirer, mais du coup, c'est vraiment plus dur au début qu'ensuite, en fait. Ensuite, moi maintenant, même pareil. Autre truc qu'on peut retirer, ouais, mais comment elle fait pour manger genre sain, tu vois. En fait, moi au début, j'y prenais aucun plaisir. C'est pour ça que j'ai pris le temps
petit à petit, parce que genre j'avais pas envie de me faire la corvée de manger sain 4 fois par jour alors que j'aimais pas ça. Mais en fait après petit à petit avec le temps qui passe, maintenant je prends énormément de plaisir à manger sainement. Et je suis pas du tout de la team je déteste manger sans saveur et que mon assiette elle soit trop moche. Moi j'ai besoin d'avoir toujours de la saveur, genre des épices, des sauces genre ketchup, sauce barbecue, bref, et j'ai besoin de varier à mort mon alimentation parce que je suis incapable de manger sans saveur juste pour me dire que voilà, il faut que je mange et j'apporte à mon corps ce dont il a besoin. Non, il faut que chaque repas soit quand même un plaisir. Mais maintenant, genre, je peux vraiment affirmer que de mon petit-déj à mon repas du soir, si je mange sainement du matin au soir, j'apprécie chaque repas que je mange. Vraiment, je prends plaisir à manger tous les repas que je mange. Allez, peut-être sauf exception de quand je prends un shaker à 16h parce que j'ai pas le temps de me faire autre chose. J'avoue, je le bois pas vraiment avec genre grand plaisir. Mais sinon, vraiment, la plupart de tous mes repas sains, maintenant, je les apprécie à 100%, alors qu'avant, jamais de la vie. Jamais de la vie, je me serais dit ça un jour. Donc voilà, laisser le temps au temps, encore une fois, j'insiste encore là-dessus. Laisser le temps au temps, prendre le temps de laisser à votre cerveau, à votre corps, d'apprécier le fait de manger sainement, de se détacher petit à petit des aliments trop gras, trop salés et trop sucrés. C'est possible, ça se fait vraiment. Faut juste pas tout changer en fait du jour au lendemain. Prendre le temps et encore une fois se reconnecter à soi, prendre le temps d'écouter ses besoins, ses sensations. Moi vraiment ce qui avait marché énormément c'était que je prenais le temps de voir à quel point je me sentais mieux. C'est-à-dire que comme je vous disais là juste avant, c'était ah bah là habituellement le midi je sais pas, je vais manger au resto avec mes collègues. Je sais pas, par exemple, je mange un burger raclette, truc bien lourd, bien fat. Je voyais bien qu'à 16h en réunion, je me sentais trop mal. Je piquais du nez, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de dormir. Alors que là, par exemple, quand je mangeais une salade, et ben, je prenais le temps de me dire, ouah, mais là, cet après-midi, j'étais full énergie, quoi. J'étais full énergie, voilà. Et en fait, prendre le temps d'analyser plein de choses, il y a vraiment énormément de choses à analyser. J'en ai déjà parlé dans le précédent podcast avec ma meilleure amie, mais meilleure humeur, meilleur sommeil, être beaucoup moins ballonné, quoi d'autre? Enfin voilà, vraiment, j'en avais déjà parlé précédemment, mais il y a plein de choses à analyser, plein de choses à se rendre compte. Et plus on va analyser ces petits points, plus naturellement, en fait, on va avoir envie de faire les choses. Le cerveau, il est pas fou. Il sait, genre, vers quoi il veut aller, s'il se sent mieux dans un état que dans un autre. Donc en fait, laissez le temps au temps et laissez le temps à votre corps de se rendre compte à quel point il peut se sentir 1000 fois mieux en ayant un mode de vie un peu plus sain. Et naturellement, en fait, il va avoir envie d'y aller et d'y retourner par lui-même. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Strong Talk. Bisous!